Bonsoir Adrien, écoute, je pense que la situation qu'on vit actuellement, cette crise sanitaire, en fait, elle ne fait que mettre en lumière d'exacerber en fait des tensions, des difficultés qui étaient déjà largement présentes avant, hein, et qui ont été un peu occultées avec cette pression sur cette crise sanitaire. Mais les tensions sociales, la relation des gens avec le pouvoir, avec la politique, etc., c'était déjà extrêmement tendu. Il y avait déjà beaucoup de voix critiques qui s'élevaient. Et on voit bien que la situation actuelle ne fait que exacerber en fait ces tensions-là qui étaient de toute façon déjà largement exprimées dans la société. Le danger que moi je vois, c'est qu'on est entré dans ce qu'on appelle une ère de post-vérité, selon l'appellation que certains utilisent. On parle de vérité alternative, on parle de faits alternatifs. Et ça, c'était déjà là aussi, hein, ça existait déjà. On l'a vu aussi sous la présidence notamment de Trump aux États-Unis, où il y avait déjà cette idée que finalement, la vérité, c'est quelque chose de relatif. C'est vrai que dans l'absolu, la vérité dépend de chacun. Mais il faut quand même s'approcher de ce que Hannah Arendt appelait la vérité des faits, parce que cette vérité-là, il faut tendre vers elle, puisqu'elle existe, la vérité des faits, même si personne ne la possède en tant que telle, il y a cette vérité vers laquelle il faut tendre. Et si on s'éloigne de ça, et si on arrive dans ce qu'on appelle une espèce d'indifférence au vrai, finalement, d'indifférence à la vérité, pour Hannah Arendt, encore une fois, ça faisait les racines, le lit du totalitarisme. Et on est dans une époque où, malheureusement, cette menace est de plus en plus présente, elle est de plus en plus crédible, elle est tangible, et on voit bien que il y a plein de bonnes raisons aussi pour comprendre aussi cette critique qui est faite à la façon dont les pouvoirs gouvernent, à la façon dont les politiques gèrent cette situation-là, hein. Mais ça se traduit en tout cas par une défiance massive de la part des populations vis-à-vis de toute parole d'autorité finalement, que ce soit la parole d'autorité politique en premier lieu, bien sûr, la parole scientifique et la parole médiatique, hein. Et du coup, il y a un rejet en bloc de toutes ces paroles d'autorité. Et ça, c'est ce grand danger justement qui fait le lit des totalitarismes. Et bien sûr, il y a une responsabilité énorme de ces trois institutions, on pourrait en citer d'autres aussi, hein, dans la situation, parce que les politiques, on voit bien qu'ils nous mentent au gré de leurs intérêts, y compris des collusions qu'ils peuvent avoir avec d'autres pouvoirs, le pouvoir économique et financier bien sûr en premier lieu, hein. Et donc on voit bien que le gouvernement français a menti sur l'histoire des tests, sur l'histoire des masques, etc. Donc il n'hésite pas à aller jusqu'au mensonge. Donc forcément, la plupart des gens sont pas idiots complètement, et comprennent bien que derrière ces mensonges, il y a des intérêts qui sont cachés, quoi. Donc ça alimente la défiance envers la parole politique. On voit bien que l'institution médiatique aussi a une énorme responsabilité, puisqu'elle se nourrit, en tout cas pour tout ce qui est de grandes chaînes d'information, etc., mais même les médias mainstream en général, hein, se nourrissent de cette espèce de tropisme pour le spectaculaire, pour ce qui est noir, pour ce qui fait peur, parce que ça parle aux affects, ça parle à tout le monde, et on privilégie ce langage sur celui de l'intelligence. Et donc les médias et les chaînes d'infos en particulier ont cette responsabilité d'alimenter en permanence effectivement la peur à partir de chiffres qu'on nous répète, de statistiques, etc., qui ne sont pas toujours bien utilisées, pas bien interprétées. Donc les autres grands médias sont obligés de suivre ça, et bien sûr, du coup, il y a un rejet dans la population aussi de cette parole-là, de cette parole médiatique. Du côté de la science, c'est pareil, il y a des mensonges. On voit bien, et c'est connu dans l'histoire, que la vérité scientifique elle-même, elle est manipulée au gré d'intérêts, encore une fois, économiques, financiers. C'est démontré depuis longtemps, mais à nouveau, c'est mis en lumière par la situation actuelle. Donc ces trois
institutions-là, à elles-mêmes, elles ont une responsabilité, à elles seules, pardon, elles ont une responsabilité colossale dans cette situation qu'on vit. Et malheureusement, ça alimente donc cette défiance généralisée qui pousse les gens vers l'irrationnel, pour ainsi dire. Parce que quand quelqu'un rejette absolument tout ce qui peut être écrit dans un journal comme Le Monde, au motif que Le Monde reçoit une subvention de la Fondation Gates, donc on peut comprendre la critique, soit, mais si c'est pour se jeter sur YouTube et croire la première vidéo venue d'un inconnu anonyme, c'est extrêmement grave, parce qu'effectivement, d'où parle cette personne-là, quelle est sa crédibilité, etc. Donc, dès qu'une personne se présente comme étant anti-système, les biais de confirmation, les biais cognitifs des gens vont avoir tendance à dire c'est parfait, c'est la vérité, c'est ça que je veux entendre, parce que ça confirme ce que je croyais. Donc là, il y a un grand danger, et c'est à ces institutions-là de rétablir la confiance en montrant qu'elles sont capables effectivement, de dire la vérité et d'être sincères, d'être honnêtes dans leur démarche, de reconnaître qu'ils ne savent pas tout, qu'ils sont capables de faire des erreurs aussi. Mais voilà, mais il est extrêmement important qu'on retrouve la confiance dans la parole à la fois de la science, à la fois des médias et du politique. Sinon, on va vers des temps encore bien plus sombres, je dirais. Ouais, cette crise, elle est le révélateur d'une crise qui est sous-jacente et qui impose un nouveau paradigme. On est dans une époque très particulière pour notre espèce où on est en train de devenir, où on est devenu une espèce planétaire, ce qui n'est pas quelque chose d'anodin pour une espèce sur une planète. Si on dézoome un peu, on est sur une planète qui a été créée il y a 4,5 milliards d'années. Nous, la vie est arrivée il y a 3,8 milliards d'années. L'Homo sapiens, il y a 300 000 ans, on a connu un développement fulgurant. Aujourd'hui, on est presque 8 milliards. On a habité toutes les régions de la Terre. On la pollue énormément. Les autres habitants de cette planète qui font le système de survie de cette planète ont été réduits à des habitats extrêmement restreints et on va dire la crise écologique qui est une crise de développement de notre espèce est à la cause de ce Covid, puisque cette maladie est une zoonose et les zoonoses sont créées par des proximités trop grandes entre les animaux sauvages et les humains et surtout des habitats pour les animaux sauvages qui sont trop restreints. Donc cette crise, pour l'instant, on en discute en elle-même, mais la vraie crise qui est derrière, c'est une crise de modèle qui est celle de notre croissance qui a été exponentielle et de savoir vers quoi on veut aller. Et là-dessus, on peut dire que on est une espèce qui a évolué, on va dire, sans plan, juste drivé par des instincts qui se sont matérialisés par une conquête du monde et une multiplication de la population. Et cette conquête du monde, elle n'intégrait pas les limites planétaires qui se révèlent à nous aujourd'hui une première fois par ce Covid, mais ce 21e siècle va être une suite de manifestations de ces limites planétaires et c'est le grand enjeu de l'humanité d'arriver à les surmonter. Et pour les surmonter, tu parlais de spiritualité. C'est sûr que la réponse à cette question, pour moi, elle va pas être politique ou technique, mais elle va plutôt être dans l'état d'être de la créature que nous sommes, quoi. Et il y a deux gros déficits aujourd'hui dans l'état d'être. Il y a un déficit, on va dire, dans notre état d'esprit, donc dans l'esprit humain, il y a un déficit dans le cœur, quoi. Et donc travailler à la fois notre clarté intérieure pour avoir des débats qui soient aussi apaisés que possible, où on ne se laisse pas polluer par des industries qui ont fait justement leur beurre sur l'exploitation des biais cognitifs ou de nos traumas ou de nos égos blessés, de nos manques pour nous rendre addicts. Hein. Et aujourd'hui, c'est pas juste qu'on est 8 milliards, mais on est 8 milliards de gens addicts à toutes sortes de choses. Et parce qu'on a créé un système qui est addictif, on pourrait construire un tout autre système, on en parlera par la suite. Et puis sur le cœur, on est en méfiance les uns avec les autres, alors que
que ce soit le Covid ou les crises écologiques qu'on traversera ce siècle-là, on aura besoin de les traverser les uns avec les autres, quoi. Donc et de cette clarté intérieure et de ce rapport au cœur peut émerger un nouveau paradigme, mais il n'y aura pas de nouveau paradigme pour moi qui soit que économique. Ça doit passer par un changement de l'état d'être. Et ce qui est intéressant dans cette crise du Covid, c'est que on voit qu'il y a des gens qui sont en train d'évoluer vers plus de cœur, plus de clarté, avec le développement de la méditation, avec tout un tas d'autres choses. Et puis des luttes sinon énormes entre des gens qui supportent pas de voir que d'autres ont le même des avis différents, avec justement un biais de confirmation qui tourne à fond, c'est-à-dire que tout le monde va aller chercher dans les news ce qui l'arrangerait que la vérité soit. Mais ce que nous dit ce Covid, c'est que bah, on ne sait pas très bien, quoi, je dirais. Et accepter de ne pas savoir, c'est un état d'être auquel on n'est pas habitué parce qu'on est une créature qui a besoin de savoir. Et selon nos degrés de peur et nos conditionnements, ben, on va réagir différemment ou pas à cette crise. Les solutions, elles rejoignent la notion de spiritualité, effectivement, qui est clé parce que la spiritualité, ça concerne notre relation à nous-mêmes, mieux se connaître, connais-toi toi-même, etc. Ça concerne notre relation à l'autre, et puis ça concerne notre relation à ce qui nous entoure, c'est-à-dire aussi bien la nature plutôt que l'environnement, hein, puisqu'on fait partie complètement de la nature. Et puis aussi la dimension invisible en fait de la réalité, quoi, hein, donc le monde sensible et le monde invisible. Et là, effectivement, les peuples racines, les peuples autochtones ont des enseignements à nous transmettre, et c'est très très important de se tourner vers ces sagesses-là, en particulier pour ce qui concerne leur relation effectivement au vivant. Après, il y a d'autres choses, on peut être critique aussi hein, sur la façon dont vivent certains peuples autochtones, il ne faut pas non plus les idéaliser, mais la façon dont ils se considèrent eux-mêmes comme faisant partie de la biodiversité, c'est l'évidence même. On s'est coupé de ça par la culture, par le savoir, par la connaissance, etc., en s'estimant supérieur à la nature, en estimant pouvoir l'exploiter, etc., et la surexploiter en l'occurrence. Et il faut retrouver ce sens de notre lien à l'ensemble du vivant, et à commencer par nos semblables humains, je veux dire. Donc ça passe aussi par des notions de respect, de bienveillance, de fraternité, voilà, ces valeurs-là qui sont juste souvent des mots un peu vides, quoi. Hein. Donc les peuples racines ont aussi, bien sûr, un enseignement à nous transmettre pour ce qui est de la relation à l'invisible. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est pris au sérieux par les neurosciences en particulier, hein, cette notion de transe, le fait qu'on puisse entrer en transe aussi bien avec des substances psychédéliques que sans substances, par des rythmes, par des vibrations, par des sons de tambour, etc. Ça permet d'explorer des états de conscience qu'on dit modifiés, mais qui nous permettent d'explorer une autre dimension de la réalité, qui est liée à la dimension onirique, qui est liée à tout un tas d'expériences étranges qu'on peut faire, mais ça fait partie du réel. Et pour eux, en l'occurrence, dans beaucoup de populations, il y a pas de coupure en fait entre le monde sensible, le monde matériel, et puis ce monde de la psyché et de ces états modifiés de conscience, puisque on sait que les aborigènes, par exemple d'Australie, vivent en fonction de leurs rêves. Et dans leurs rêves, ils voient leur futur. On en retrouve ça chez les Indiens aussi d'Amazonie, bien sûr. Les états visionnaires, les états de transe ne sont pas des hallucinations, contrairement à ce qu'on a pu dire pendant longtemps dans le milieu anthropologique. Ce sont des états visionnaires, effectivement, qui permettent de voir des choses qui se réalisent ensuite dans la réalité. Donc, en l'occurrence, des états prémonitoires, quoi. Hein. Et on voit bien qu'il y a cette relation complètement naturelle, en fait, chez beaucoup de ces populations-là, avec cet invisible, et qu'il faut accepter ça comme faisant partie de nous-mêmes, en fait. Toute la réalité, de toute façon, apparaît dans la conscience. Donc, on a aussi aujourd'hui beaucoup de scientifiques qui reconnaissent que, de toute façon, la conscience est à la base du monde, est à la racine de tout ce qu'on va vivre, et que peut-être que la conscience est la substance même de
de la réalité. C'est complètement crédible aujourd'hui chez plein de penseurs, scientifiques, philosophes, de décrire les choses de cette façon-là. La matière apparaît dans la conscience, la matière est une espèce de cristallisation de la conscience. Donc c'est un renversement de paradigme complet, bien sûr, pour nous, occidentaux en particulier, qui avons considéré que la conscience était une espèce de production, un épiphénomène en fait de la matière, une production du cerveau, et que ça n'a pas de réalité en soi, quoi. C'est la matière qui est la réalité première. Donc il y a ce retournement complet de vision qui est effectivement quand même difficile à intégrer pour beaucoup d'entre nous, y compris pour beaucoup d'intellectuels, hein. Bien sûr, c'est quand même des siècles de pensée matérialiste qui s'effondrent. Donc là, la spiritualité est clé et effectivement, beaucoup de gens peuvent être tentés par une forme de retour en arrière, une forme de décroissance, etc., aller vivre dans des éco-villages, etc. Moi, je trouve ça très bien, mais j'espère qu'on peut aussi envisager des choses complémentaires. On peut avoir des gens qui vivent de manière beaucoup plus sobre, de manière beaucoup plus frugale, en lien direct avec la nature, mais on peut aussi avoir des technopoles, des mégapoles aussi, qui offrent une autre relation avec la vie, la culture aussi, la technologie. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir marier aussi avec une expérience qu'on peut avoir dans la nature. Moi, je suis pas pour opposer les choses. J'espère que justement le futur, on pourra avoir ces différentes expériences et il faut accepter, je pense à la base, que la réalité, elle est complexe. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de réponse simple. Donc le monde est complexe. Il faut accepter que différentes personnes puissent avoir envie de vivre différentes expériences, donc il faut respecter ça, et je ne crois pas que le retour en arrière ou la décroissance, etc., soit nécessairement une solution. Ça peut l'être pour certains, ça peut être un choix de vie aussi, mais il faut savoir aussi ce qu'on veut, quoi. Si on veut vivre au bord d'une rivière et on doit pouvoir se passer d'électricité, d'eau courante et puis de réseaux de télécommunications. Donc c'est des choix à faire. Certains peuvent très bien vouloir faire ça, pourquoi pas, moi je le respecte. On a ceux qui sont dans l'optique plus survivaliste aussi, qui considèrent que de toute façon c'est le seul moyen de rester vivant. Mais moi je crois aussi que la technologie peut nous libérer. Je crois qu'il y a des réformes à faire bien sûr dans le domaine de l'exploitation des ressources, dans le domaine de l'énergie. Ça c'est quelque chose dont on peut reparler ensuite. Mais je suis pour un monde multiple en fait, avec de multiples possibilités de vivre et de faire des expériences. Et je pense qu'il faut respecter ça, quoi. Et on a besoin d'unité, on a besoin d'union, mais l'unité n'est pas l'uniformité. Donc je suis vraiment pour la multiplicité. Ouais, alors peut-être avant d'aller à One Home, j'aimerais poser quelques petites bases pour enfin, partir de la situation dans laquelle on est pour aller vers ça. Comme le disait Jocelyn et comme tu le disais Adrien, la spiritualité a une grosse part parce que la crise que l'on vit est une crise qui est matérielle, donc il y a besoin de changer notre rapport à la matière. Et un des moyens de changer cette croissance matérielle, c'est de la remplacer par une croissance qui soit plutôt interne et une croissance qui soit latérale, une création de liens, que ce soit avec la nature ou avec d'autres personnes et avec soi. Je pense que toutes ces transformations doivent démarrer dans notre tête, dans notre esprit, parce que la pollution du monde n'est que le reflet de la pollution qu'il y a dans nos esprits. Et une clarification du moi, c'est-à-dire de l'ego, de mieux se connaître, ce que disait Jocelyn aussi, est absolument fondamental. Un, pour avoir un regard apaisé sur le monde, et deux, pour changer nos besoins. Parce qu'aujourd'hui, si on ne règle pas ces problèmes d'ego à l'échelle, on va dire, mondiale, les besoins seront toujours des besoins d'ego pollués et qui, par définition, pollueront la nature et les relations entre les personnes. Donc ça, c'est très important. Et de cet esprit plus clair, donc jailliront des besoins nouveaux, ou en tout cas des besoins différents qui seront plus harmonieux. Et d'esprit plus clair, on aura aussi une capacité de créativité qui sera supérieure, quoi. Et la créativité, on va énormément en avoir besoin. Et la créativité s'exprime pas dans la peur, ou en tout cas très mal dans la peur, et beaucoup mieux quand on est dans un cadre joyeux et serein. Tu vois. Donc pour franchir les défis que l'on a, c'est important. Après, on a une question de lien.
entre les personnes. Aujourd'hui, on est dans une lutte perpétuelle entre les uns et les autres parce que on voit essentiellement les différences entre les individus et pas assez les ressemblances. Et alors que on est tous des êtres humains, on est sur la même planète dans un univers qui est hyper grand. Enfin, si on croisait dans un bar dans une autre galaxie un terrien, on aurait plein de choses à lui dire et tellement de choses en commun. C'est un peu comme quand vous croisez à l'autre bout du monde quelqu'un de votre village. Là, parce qu'on a oublié ça, mais on a tous tellement en commun et on est habitué à voir les différences, que ça soit d'opinion physique, etc. Mais de se relier vraiment aux humains, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Après, on a un problème qui est lié, on va dire, à la nature, d'amour de la nature, puisque une des raisons pour lesquelles on ne la protège pas, c'est qu'on n'aime pas. C'était Cousteau, je crois, qui disait que une fois qu'on est émerveillé, on aime, et quand on aime, on protège, quoi. En tout cas, c'était le pari qu'il avait fait en créant ces émissions. Donc d'émerveiller, aimer pour protéger, et je ferai le lien avec One Home et tout ça, et tous ces points, vous allez voir pourquoi. Mais en tout cas, cette question de provoquer des deep experiences pour que des gens soient émerveillés et puissent aimer la nature et pas la voir juste à travers un écran de 5 cm sur 10 cm, ça me paraît très important. Et puis après, on a une problématique, on va dire, au-delà de la nature, d'union globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas un challenge pour un pays ou pour un groupe de personnes, c'est un challenge pour tout le monde. C'est-à-dire que ce challenge, il ne sera relevé que si l'humanité en entière, enfin, s'il y en a quelques-uns qui suivent pas, c'est pas grave, mais si vous avez 50% du monde qui refuse de s'attaquer aux problématiques écologiques, eh ben, ça sera très difficile. C'est pour ça que le départ des États-Unis de l'accord de Paris était très problématique, et que là, le fait qu'ils reviennent, c'est une bonne chose, parce qu'on a besoin d'être tous ensemble pour l'intégralité de ces combats, que ce soit le climat, mais aussi la lutte pour la biodiversité, l'élimination des plastiques, etc. Donc l'humanité a besoin d'être soudée. Et, et aujourd'hui, on se sent déjà pas frère avec ou sœur avec l'humain qu'on rencontre en bas de chez soi. Et alors celui qui est à l'autre bout du monde, il y a un défaut d'empathie énorme, quoi. Et un défaut de confiance aussi à l'égard d'autres nations qui est énorme. Donc une des raisons, moi, qui m'a poussé à faire One Home, qui est une suite d'un projet précédent qui s'appelait Blue Turn, c'est justement d'essayer de rajouter cette dimension humaine à l'émerveillement par l'overview effect. Donc le précédent projet, l'objectif, c'était de donner à montrer la Terre vue de l'espace pour reproduire l'effet que les astronautes avaient eu, qui s'appelle l'overview effect. Et cet effet, il a pour but de nous faire tomber amoureux de la Terre, de créer une ouverture du cœur qui nous, fait prendre conscience qu'on vit sur un vaisseau spatial, et deux, que ce vaisseau spatial est fragile, quoi. Et dans One Home, alors c'est des choses qui vont être rajoutées dans cette année, on va rajouter la dimension humaine, c'est-à-dire la possibilité de laisser des témoignages d'amour en fait à la Terre, et le fait de matérialiser, d'exprimer ce témoignage d'amour. L'amour peut être justement le liant entre les humains, et c'est une ressource qui est infinie, c'est-à-dire qu'on en est assez avare, c'est-à-dire que quand on le donne peu, alors qu'on pourrait le donner à tous, quand on voit des gens comme Ama qui passent ses journées à embrasser des gens, à faire ses hugs, son darsha, c'est vraiment quelque chose qui est infini, et donc, et on ne le donne pas ni à la nature ni aux humains, et donc là, on va enjoindre les gens à le faire, et puis on proposera aussi de faire des expériences de fraternité pour construire des liens. Alors cet outil, il ne permettra pas de les construire, mais il permettra d'éveiller des capacités dans le cœur de chacun pour se relier à soi par une expérience intime forte, aux autres par ces expériences d'overview effect collectif, et à la Terre, quoi. Donc c'est un outil ben, là, qui essaye de matérialiser ces réflexions et de proposer, on va dire, une forme de solution, mais surtout une inspiration pour que d'autres fassent des projets du même type. Ben, moi, j'ai la chance de pouvoir continuer
à faire ce que je fais depuis déjà 25 ans, hein, c'est-à-dire être journaliste, être auteur, être traducteur. C'est un privilège, effectivement. Ce que je ne peux plus faire actuellement, c'est donner des conférences, rencontrer le public et échanger avec des amis, des collègues dans le cadre d'événements publics. Donc ça, c'est effectivement frustrant, mais je peux continuer à écrire et à partager des informations parce que moi, je suis aussi auteur, mais je suis avant tout journaliste. Donc même comme auteur, je m'exprime plutôt comme un journaliste, même si c'est plus personnel pour le coup dans cette situation d'auteur. J'essaye d'apporter avant tout de l'information, des éléments de réflexion, des clés, euh, pour que justement chacun élève sa conscience. Parce que moi, c'est mon combat depuis effectivement 25 ans, c'est d'amener les gens à trouver leur voie dans le domaine spirituel, parce que la spiritualité, pour moi, c'est la seule chose qui donne du sens. Donc après, je parle de spiritualité, ça peut être une spiritualité religieuse, ça peut être une spiritualité non religieuse. Je respecte parfaitement toute forme de spiritualité dès l'instant que c'est une spiritualité authentique, ce qui n'est pas toujours le cas dans la religion, malheureusement. Donc spiritualité laïque, spiritualité religieuse, etc., pour moi, c'est ce qui donne du sens et ça nous élève. Et c'est pour ça que, justement, en s'élevant, de plus en plus de gens s'ouvrent à cet aspect-là, parce qu'ils imaginent, ils acceptent cette idée qu'ils sont plus finalement que simplement leur corps matériel. Donc beaucoup de gens viennent à cette spiritualité en comprenant qu'il y a cet espace dans lequel on peut être spirituel sans être religieux. Hein. Entre l'athéisme et la religion, il y a cet espace vaste, énorme, dans lequel il y a du sens, puisqu'on peut aussi, on a des données scientifiques aussi qui valident ça, la pratique de la méditation, etc. Tout ça aujourd'hui, c'est reconnu, hein, les états de transe aussi dont je parlais. Donc tout ça, ça nous élève, et c'est pour ça aussi qu'on rejette de plus en plus la façon de gérer les choses de la part de gouvernements qui sont dans des logiques uniquement d'infantilisation, de punition. On le voit bien avec la crise actuelle, on est traité comme des petits-enfants à l'école. C'est ça que je pense qui génère aussi beaucoup de colère chez les gens. Donc, c'est parfaitement compréhensible. Je pense qu'il faut le plus possible, le plus rapidement possible, que ceux qui nous dirigent prennent conscience de ça, qu'on en a assez en fait de ces structures pyramidales, verticales. On le voit bien avec notre gouvernement, notre président qui décide seul. Hein, certes, il consulte, etc., mais in fine, il décide seul et il assume ça, et il assume cette espèce de position complètement en haut d'une pyramide qui aujourd'hui n'est plus tenable, plus personne, ou presque, n'accepte cette façon de faire, et c'est la même chose dans le monde de l'entreprise. On veut aller vers des solutions beaucoup plus horizontales, où on parle aussi de notion d'empowerment, donc voilà, il y a un terme, voilà, d'autonomisation, de capacitation en français qui sont pas très très bons comme équivalent, mais on comprend que c'est prendre du pouvoir, prendre de la responsabilité, et c'est aussi le fruit d'une démarche spirituelle pour moi. Donc il y a eu déjà des réflexions dans le monde de l'entreprise extrêmement fructueuses qui montrent que plus on donne de responsabilité aux gens, et plus ils sont efficaces, finalement mieux ils travaillent et plus ils sont productifs pour l'entreprise. Il y a Frédéric Laloux notamment qui avait fait un livre très remarqué il y a quelques années qui s'appelait Réinventer les organisations, et qui a eu un grand succès dans le monde anglo-saxon, parce que il donnait des exemples d'entreprises qui devenaient finalement plus performantes sur leur segment, sur leur marché, que des entreprises qui fonctionnaient vraiment à l'ancienne avec des systèmes hiérarchiques très très marqués, etc. Donc on doit sortir de ces logiques-là patriarcales, très paternalistes, hein, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la politique, c'est encore beaucoup comme ça. Et puis parmi les gens qui m'inspirent, eh ben, il y en a beaucoup, effectivement, tous ceux qui nous parlent de spiritualité de manière laïque. Hein. Récemment, je lisais Abdelnour Bidar, par exemple, que je trouve très inspirant, qui parle de cette façon dont on est lié justement aux autres, à la nature et puis à nous-mêmes via la spiritualité. Et puis, j'admire des philosophes aussi qui sont critiques de la situation actuelle, comme Barbara Stiegler, par exemple, qui sont extrêmement virulents dans leur critique, sans sombrer dans l'irrationnel et sans sombrer dans des démarches où on se met effectivement à croire n'importe quoi et à imaginer des responsabilités occultes, etc. Parce que ça donne une réponse toute faite, toute simple à une situation, encore une fois, très complexe. Donc, je vois de plus en plus de gens qui s'ouvrent à cette façon de voir les choses
en incluant la spiritualité dans le monde scientifique, dans le monde de l'entreprise. Je voudrais qu'il y en ait un peu plus dans le monde politique, hein. Mais bien sûr, après, moi, je soutiens des combats, notamment liés à l'écologie. Ce qu'a pu faire Cyril Dion et puis le collectif citoyen, etc. On voit bien que c'est des combats qui sont extrêmement difficiles à mener. Il ne faut pas perdre espoir. Il faut accepter que le monde est complexe et que les progrès se font petit à petit, hein. Ça se fait pas à pas. Il faut accepter que le monde n'est pas parfait, mais qu'il n'a jamais été parfait non plus. Il faut aussi se souvenir de ça. Il faut avoir un peu de culture historique, politique, pour comprendre que c'était pas mieux avant, qu'on sort quand même d'un XXe siècle où il y a eu 2 guerres mondiales, qu'on fait voilà, des centaines de millions de morts. Donc il ne faut pas croire que, il faut pas avoir cette nostalgie d'un paradis perdu qui n'a jamais existé finalement, hein, à toutes les époques. Et depuis la nuit des temps, l'histoire de l'humanité est un bain de sang, je veux dire. Donc il faut accepter qu'on fasse des progrès petit à petit, et il faut privilégier, encore une fois, des choses qui sont inspirées par la spiritualité, comme notamment la non-violence. Et la non-violence, il y a plein de façons de pratiquer la non-violence, en étant objecteur de conscience, en étant voilà, résistant pacifique de plein de manières. Là, on voit bien que des grandes figures qui m'inspirent moi, comme Martin Luther King, Nelson Mandela ou Gandhi, sont des gens qui ont obtenu beaucoup plus de résultats par la non-violence, après être passé aussi par la violence. Parce que je comprends aussi qu'on puisse être en colère, après ça dépend aussi peut-être du degré de maturité, mais c'était lié aussi à des époques, à des contextes bien sûr différents, mais ces gens-là ont obtenu beaucoup plus de résultats par la non-violence, par un combat sur le terrain du droit notamment, ou ce genre de choses, que par des actions violentes. Donc il faut à tout prix résister à la tentation de la violence, il faut accepter que les choses progressent, encore une fois, très très doucement, mais voilà, plus on est nombreux à revendiquer ça de manière pacifique, et plus on aura de résultats. On est dans une époque où en fait on a la chance d'avoir énormément de solutions. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une époque où il n'y a que des problèmes et on doit tout réinventer à zéro. Quasiment tout est là. Et on a la chance que des solutions qui ont été, on va dire, imaginées il y a 2000, 3000 ans par des traditions soient disponibles, et que ça soit chez les peuples premiers ou des choses qui nous viennent des Védas et des Indiens. Enfin, et donc on a la chance par les traces, soit les mémoires de ces traditions qui nous sont parvenues, soit les textes qui existent, ou ce que ces peuples peuvent nous dire d'avoir en fait des éléments de solution. Et on a aussi la science ou la modernité qui a aussi trouvé des tas de nouvelles choses. Donc la question, c'est de faire de ça un tout et d'arriver à bâtir un nouveau paradigme. Et si je prends par exemple un exemple qui est pour moi qui est très important, qui est sur le corps. Tout à l'heure, je parlais de l'esprit et du cœur, mais en fait, le corps, qui est l'organisme avec lequel on interagit dans ce monde, et dans lequel un certain nombre de besoins, notamment alimentaires, se traduisent. On est à la veille de grandes révolutions sur le fonctionnement du corps, que ça soit par l'épigénétique ou bien la compréhension du microbiote sur l'alimentation. Ces choses que la science ne connaît ou n'analyse que depuis une dizaine ou une vingtaine d'années sont en train de révolutionner la façon dont on s'alimente et dont on se comporte, et la façon dont, on va dire, l'environnement extérieur peut jouer sur notre santé. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important, parce que on peut arriver, par une meilleure compréhension des besoins de notre corps, à éliminer un certain nombre de besoins nocifs. Alors évidemment, il y a tout un tas de lobbies, qui soient pharmaceutiques ou alimentaires, qui auront aucun intérêt à ce que ces pratiques se développent. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être résistant. Et je crois que ça, c'est le plus gros des enjeux, c'est d'arriver à être suffisamment apaisé, suffisamment confiant avec ces lobbies pour pas les exciter trop, de façon à ce qu'ils puissent laisser ces émergences survenir. Euh, et donc ça, c'est juste un exemple sur le corps, mais je pourrais expliquer ça. Enfin, Jocelyn a parlé des exemples dans l'organisation des entreprises, mais il y a des exemples aujourd'hui dans l'agriculture, sur l'agroforesterie, la permaculture,
qui fonctionnent, qui permettent de régénérer les sols, de régénérer les écosystèmes, les petits écosystèmes qui permettent de subvenir aux besoins des gens, et qui nécessitent là aussi encore du travail et de la créativité, comme je disais tout à l'heure, parce que tout n'est pas fini dans ces choses-là. Ces modèles-là nécessitent de la confrontation de points de vue et des expériences des uns et des autres pour les perfectionner de manière à ce qu'ils remplacent le modèle actuel. Donc, on a une série d'émergences dans tous les domaines de la connaissance, dans l'énergie, dans tout. La question, c'est de passer à l'échelle. Et tu posais la question sur l'Institut des futurs souhaitables. On m'a confié l'honneur là de présider cet institut. L'institut était un institut en fait au départ de formation, une école de la réinvention où on fait vivre à 2 promos de 25 pendant 6 mois et 2 autres promos pendant 6 mois après un voyage dans le futur, et on leur donne à goûter de ces innovations aujourd'hui qui pourraient être passées à l'échelle et former un futur souhaitable, c'est-à-dire un futur qui soit harmonieux entre les êtres humains et avec la biosphère. Et on leur donne aussi dans ce parcours connaissance d'outils. Donc, par exemple, il y a toute une série d'outils sur les organisations souhaitables. On utilise beaucoup les travaux dont Jocelyn parlait de Frédéric Laloux, mais aussi de tout un autre, d'autres séries de travaux sur l'holacratie, l'entreprise libérée et toute forme d'organisation qui, justement, sont plus responsabilisantes. À l'Institut, on travaille aussi beaucoup sur le biomimétisme. On a un pôle sur le biomimétisme. On fait des formations dédiées là-dessus. Et ça, je crois que c'est une des plus grandes sources d'inspiration qui est de regarder, d'ouvrir nos yeux, déjà de s'émerveiller de la complexité du vivant, de la complexité des solutions que le vivant a réussi à apporter. Et souvent, on voit tout, et c'est notre grand défaut, on voit tout le monde à travers nos yeux d'humains et on ne regarde pas ce qui est microscopique, ou en tout cas, certains chercheurs évidemment le regardent, mais les êtres humains en général ne le regardent pas. Et là, il y a des solutions extraordinaires. Même votre corps, on est une coopération de 30 000 milliards de cellules qui, de manière inconsciente, se régénèrent, se sont auto-fabriquées, vont pendant, si vous vivez 80 ans, pendant 80 ans se générer, former ce corps sans que jamais vous ayez pensé à rien, vous avez juste à l'alimenter, à respirer. C'est les 2 choses que vous avez à faire. C'est extraordinaire. Et donc, je crois que le point de vue que l'on pose sur le monde fait que le monde est soit un problème, soit un réservoir de solutions. Et le biomimétisme peut changer ce regard. Et dans cet Institut des futurs souhaitables, c'est ça qu'on essaie de changer, c'est de changer le regard. Et on utilise aussi beaucoup l'esthétisation. Et pour moi, je crois vraiment à ça aussi, c'est que la nature du regard qu'on pose sur le monde peut être source de solutions. Et moi, je crois beaucoup au regard poétique qu'on peut poser sur le monde. La poésie, souvent, on en a des mauvais souvenirs parce que c'était des récitations à apprendre, mais dans l'histoire de la littérature, les poètes sont ceux qui arrivent en quelques mots à capter la musique, à calculer la vibration, à calculer la sensibilité de ce qu'il y a autour de nous, et en tout cas arrivent à capter cette poésie du monde, c'est-à-dire la pointe fine du réel. Et moi, je suis beaucoup les poètes aujourd'hui parce que si on s'entraîne à avoir un regard poétique sur les choses, c'est là où on trouve beaucoup de douceur, et que ce soit dans les rapports humains ou dans les rapports avec la nature. Et à l'Institut des futurs souhaitables, cette dimension poétique est une dimension très importante et que l'on cherche à développer pour donner envie aux gens d'aller vers ce futur. Voilà, si on changeait notre regard, le monde changerait. Moi, je sais que dans les poètes français, un de ceux qui m'inspire le plus, c'est Christian Bobin, qui est écrivain et poète, mais le poète, ça ne veut pas dire nécessairement faire des vers. Lui, il fait de la prose, et c'est quelqu'un qui a la capacité de dire des choses magnifiques sur tout, parce que justement, il prend le temps, il ralentit, et il voit des choses que normalement on ne voit pas. Et il a écrit un livre de 15 pages qui s'appelle Le plâtrier siffleur aux éditions Poésis. Et ce texte, pour moi,
est la plus grande arme de construction massive qui soit. Je crois que je l'ai dû l'offrir une cinquantaine de fois l'année dernière. Et c'est un texte absolument admirable qui dit que, en gros, les poètes sont la plus grande barrière qu'on peut faire à une société, on va dire, de la technoscience. Alors moi, j'adore la technologie, mais ce qui est devenu la technoscience par l'utilisation de la force et d'utiliser la technoscience pour avilir l'humain, ça c'est une mauvaise chose. La technologie peut avoir une bonne place si elle a à sa bonne place. Et Christian Bobin voilà, décrit le poète comme un résistant, un visionnaire, et ce texte est absolument admirable. Et ces éditions Poésis, qui sont une maison d'édition qui a été créée en 2015, ont publié à peu près une dizaine de textes majeurs en poésie, et là encore, pas des vers, plutôt des gens qui parlent de la poésie du monde que des poètes en eux-mêmes, et ils ont écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Habiter poétiquement le monde, et ce recueil de poèmes qui voilà, prend des textes il y a 200 ans jusqu'à maintenant est absolument extraordinaire et je le recommande vraiment à tous les lecteurs et lectrices pour voir justement à travers ces yeux de personnes qui voient la magie du monde, d'arriver, nous, à voir le monde magiquement. Et Jocelyn, qui s'est beaucoup aussi intéressé à la mécanique quantique, à la physique, aujourd'hui, on vit des révolutions absolument incroyables dont on peut rester complètement étranger si on ne regarde pas le monde avec ces yeux émerveillés que peut avoir un enfant. Mais tout est magique autour de nous, quoi. Tout est magique. On a juste oublié ça, quoi. Et on se regarde nous-mêmes avec le regard que nous renvoie la société sur nous-mêmes, c'est-à-dire un vague consommateur avec des passions qui sont plus ou moins des addictions, alors qu'en fait, on est une créature extraordinaire sur une planète extraordinaire avec des tas de choses à découvrir, des tas de mystères, des tas de potentiels à développer. Et voilà, les poètes, par leur émerveillement et leur regard émerveillé sur le monde, nous rappellent ça. Et je crois que c'est très important de défendre la poésie. Et le travail de cette maison d'édition est absolument extraordinaire. Comment accélérer le changement c'est difficile sans forcer les choses, parce que ça passe par un changement de chacun. Effectivement, le monde ne change que si les individus changent. Le collectif ne change que si les individus changent d'abord. Donc, pour que chacun accepte de cette démarche d'introspection, pour essayer de mieux se connaître, mieux se comprendre, il faut surtout pas forcer les choses. C'est pour ça que je le disais, mon travail, c'est d'amener de l'information, mais surtout pas de donner des leçons en disant vous devez absolument lire ceci ou penser cela, encore moins. Mais j'essaye d'amener les gens à cette réflexion pour eux-mêmes, pour qu'effectivement ils s'ouvrent à plus grand qu'eux. Hein. La spiritualité, c'est ça, c'est s'ouvrir à plus grand que soi. Donc, accélérer les choses, c'est amener ces informations-là dans un débat nécessaire, mais le plus apaisé possible. C'est ça aussi la difficulté de la situation qu'on vit actuellement, c'est que ça exacerbe toutes les formes de tension et du coup, ça hystérise le débat. On voit bien que des gens hurlent pour qu'on soit déconfiné et que de l'autre côté, il y a des gens qui hurlent pour qu'on soit plus confiné. Donc c'est impossible de débattre dans ces situations-là. Bien entendu, il faut arriver à apaiser les choses, il faut arriver à s'entendre, à s'écouter. Ça, c'est extrêmement important. On voit beaucoup de gens, notamment à la télévision, parce que j'ai encore le défaut de regarder la télévision, et on voit beaucoup de gens qui ne s'écoutent absolument pas, qui viennent parler et qui s'écoutent parler, mais qui s'écoutent mal eux-mêmes parler, mais en tout cas qui n'écoutent pas les autres. Donc l'écoute, c'est extrêmement important. Ne pas chercher systématiquement à avoir raison sur l'autre, à argumenter dans ce sens-là, mais à échanger, à s'enrichir de l'autre, à comprendre que justement l'autre, c'est un reflet de moi-même. Ça, c'est la base de la spiritualité. Et Jean-Pierre parlait de physique quantique, et parmi les découvreurs de la physique quantique, il y avait des gens qui étaient vraiment des philosophes aussi, comme Schrödinger. Hein. Schrödinger disait qu'il y a une seule conscience, quoi. La conscience est un singulier qui n'a pas de pluriel. Donc, il faut comprendre dans une démarche spirituelle que si nous sommes traversés par une conscience qui serait quelque chose de divin, de sacré, selon les interprétations qu'on veut en faire, c'est la même conscience qui s'exprime à travers chacun. Donc elle prend des formes différentes, il faut accepter cette multiplicité des formes.
mais comprendre que s'il y a une seule source, quoi, toutes les traditions spirituelles nous disent ça, qu'il n'y a qu'une seule réalité à la base de tout ce qui existe, et une seule source, donc que les religions monothéistes ont appelé Dieu, bien sûr. Donc, accélérer les choses, ça demande de répandre cette information-là de manière douce, par une contamination douce, pour le coup, et pour que chacun fasse ce travail pour lui-même, parce que se changer soi-même, c'est se changer comme citoyen, c'est se changer comme quelqu'un qui vote, qui va voter peut-être pour des personnes qui seront un peu moins perçues comme des sauveurs, ou qui seront un peu moins dans des démarches de pouvoir et de monarque, quoi, comme on a encore aujourd'hui beaucoup. Hein. Et puis ça nous change comme consommateurs, et ça c'est ce que disait Jean-Pierre, évidemment, toutes les solutions, elles existent déjà, on les connaît en matière d'écologie, de préservation de la nature, on a déjà toutes ces solutions-là. Et donc pour que chacun reconnaisse qu'il doit changer ses modes de consommation, il ne faut pas non plus lui imposer. Il faut être locavore, il faut être flexitarien, végétarien, vegan, je ne sais quoi, à chacun de choisir sa voie, mais en tout cas, il faut privilégier effectivement les circuits courts, il faut en finir avec l'agriculture intensive et ce genre de choses. Donc toutes ces solutions-là, on les connaît, elles existent. Mais c'est à chacun en tant que consommateur de se transformer pour changer l'offre. L'offre change sous la pression de la demande. Donc on voit bien que les DVD ont disparu parce que l'offre streaming l'a remplacé. On voit bien que les CD-ROM, les CD audio n'existent plus parce que voilà, il y a une nouvelle demande. Bien sûr, l'offre stimule la demande stimule l'offre. C'est un jeu de réponse, évidemment, mais c'est vraiment la démarche, comme disait Coluche, hein, si ça ne se vendrait pas si on arrêtait de l'acheter. Donc, il suffit de changer ces modes de consommation pour que effectivement certains pouvoirs tombent complètement. Et on voit bien qu'il y a des transformations très rapides, peut-être dommageable aussi, parce que trop rapide dans ce domaine-là, hein, mais c'est à ces milieux-là de se réformer eux-mêmes, d'anticiper ces transformations-là. Donc c'est les lobbies, les entreprises, les grandes multinationales, etc. C'est à elles de se réformer, mais elles le font sous la pression de la demande et sous la pression de la façon dont on se change comme en tant que consommateur. Donc c'est ça qu'il faut privilégier en premier lieu, et ne pas attendre que le changement vienne d'en haut. Ça, c'est clair que c'est pas les grandes entreprises et les lobbies puissants qui vont se transformer eux-mêmes. En matière d'énergie, j'aimerais bien d'ailleurs avoir l'avis de Jean-Pierre là-dessus, parce que l'énergie, c'est une clé aussi pour demain, bien sûr. Donc, on parle de la filière de la fusion nucléaire, hein, qui ne produit pas de déchets nucléaires, contrairement à la fission nucléaire qu'on utilise actuellement dans les centrales. Donc la fusion nucléaire, il y a le projet ITER qui a pris énormément de retard. Est-ce que c'est encore quelque chose de viable? C'est une question intéressante. Et puis il y a l'hydrogène, la filière hydrogène. On voit que l'Europe a mis des milliards là sur la table pour développer cette filière. C'est difficile parce qu'il faut choisir la bonne technologie pour extraire l'hydrogène des océans, mais on a des ressources quasiment inépuisables d'hydrogène. Donc est-ce que c'est envisageable à moyen terme d'avoir un renouveau extrêmement important dans le domaine de l'énergie? Je pense que ça change aussi la face du monde, hein, parce que on est encore tellement dépendant des énergies fossiles que c'est une problématique majeure. Et puis une autre problématique majeure, bien sûr, c'est la gestion de l'eau. Et là, c'est pareil, les pratiques de permaculture, d'agroforesterie, d'agroécologie sont extrêmement importantes aussi pour la gestion de l'eau. Donc ça, c'est des problèmes majeurs auxquels il faut s'atteler dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent. Il faut qu'on ait des réflexions qui soient, encore une fois, impliquantes pour les citoyens, qu'on puisse avoir des conseils, des participations, des conseils citoyens, des conseils de sages, qui incluent des gens qui soient des philosophes, des chercheurs en sciences humaines, et pas uniquement des techniciens, et encore moins des technocrates, et uniquement des politiques, des économistes, et puis des financiers, quoi. Il faut impliquer le maximum de gens, parce que tout le monde est concerné par ça. Ouais, sur la partie énergie, c'est un des gros enjeux, quoi. En fait, l'énergie, c'est le moteur de toute notre frénésie. En fait, on a deux moteurs de notre frénésie, selon moi. Un, c'est les blessures de notre ego qui fait que on cherche à combler des manques, avec derrière un système de la récompense qui est la carotte et le bâton qui nous fait avancer. Et on va dire l'être humain on va dire jusqu'à ce qu'ils se mettent à utiliser le bois de manière massive et l'agriculture jusqu'à il y a moins 10 000 ans, il n'était pas tellement nocif pour la planète. Ça s'est accéléré à partir du moment où on a commencé à
couper des forêts, c'est-à-dire avoir des outils qui nous permettent de couper des arbres et avoir massivement de l'énergie qui venait de ça pour se réchauffer ou pour faire d'autres choses avec ce feu, fabriquer des outils de plus en plus perfectionnés. Donc l'histoire de l'humanité est une histoire énergétique. Dans un premier temps, le bois, dans un deuxième temps, les énergies fossiles. Et puis maintenant qu'on arrive à un problème de CO2, de pollution et un problème, on va dire, de finitude de ces ressources, la question est la question de qu'est-ce qui suit. Alors, beaucoup disent, voilà, comment on pourrait remplacer tout le système énergétique mondial. Moi, je pense que le premier enjeu sur l'énergie, c'est de changer les besoins et de faire redescendre ce soufflet pour juste avoir à apporter d'énergie pour des choses qui sont, on va dire, utiles, indispensables et qui ne soient pas juste des choses qu'on nous vend pour répondre à des carences de notre ego. Donc, les économies d'énergie, les vraies, c'est d'arrêter d'acheter toute une série de produits qui servent à rien. Alors, c'est très compliqué parce qu'on a une population d'humains qui est complètement addicte, mais le premier levier sur l'énergie, c'est ça. Et ce levier-là, il fait pas plaisir puisqu'il y a toute une série d'entreprises qui fabriquent ces produits-là, qui n'ont pas intérêt à ne plus les plus fabriquer et qui préfèrent dire, ouais, on va les produire de manière verte, mais si on fait ça, l'humanité consomme beaucoup trop d'énergie. Et si on changeait aujourd'hui toute l'énergie qu'on avait par une énergie qui était 100% verte, demain, magiquement, et je parlerai de ces énergies vertes juste après, ben, on ne résoudrait pas les problèmes écologiques, on résolverait peut-être le problème du CO2, mais la destruction du monde, qui est vraiment le problème le plus majeur, quoi, de la biodiversité et de l'artificialisation de ce monde, et de la pollution de ce monde avec tous nos déchets, il continuerait de même. Donc, pour moi, la réflexion sur l'énergie doit aller de pair avec qu'est-ce qu'on fait sur cette énergie. Admettons qu'on ait fait maintenant l'effort sur qu'est-ce qu'on fait sur cette énergie. Si on regarde les grands cycles de la nature, l'énergie solaire a beaucoup de potentiel. On voit que le prix du solaire a énormément baissé depuis 10 ans et personne ne le voyait venir. Et il y a des gains, alors qui ont été essentiellement des gains sur du manufacturing, donc avec des coûts de production qui ont été abaissés parce qu'il y a des productions massives de ces panneaux solaires en Chine avec des processus qui sont très polluants. Mais on voit commencer à émerger des façons de fabriquer des panneaux solaires qui soient beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Et on a réussi à mettre dans la tête des gens aujourd'hui que solaire veut dire terre rare, veut dire pollution. Oui, c'est le cas aujourd'hui, mais ça ne sera pas nécessairement le cas demain. Et je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment énormément de R&D pour ça. Moi, j'avais vu, là, il n'y a pas longtemps, une start-up à Pau qui fabrique en fait des panneaux solaires par des dépôts comment on va dire, de nanoparticules de carbone sans utiliser la chimie du silicium. Et avec ces panneaux-là, ils arrivaient à faire des panneaux photovoltaïques avec un rendement certes moindre que les panneaux photovoltaïques actuels, mais compostables et biodégradables. C'est ahurissant. Alors, pour l'instant, ils en font qu'une petite production, mais c'est des innovations qui demain pourront changer complètement le monde. Donc je crois que le solaire reste quand même là où on doit faire le plus d'efforts. L'hydrogène, c'est quelque chose que je regarde de très près. J'étais tout à l'heure là, enfin, je fais une mission pour la Commission européenne parce que historiquement, je travaille dans l'énergie et je continue toujours à faire des missions. Et effectivement, la trajectoire pour l'hydrogène de la Commission européenne est assez incroyable. C'est un sujet qui est là depuis 20 ans, 30 ans, voire même 40 ans. Et je trouve que pour la première fois, on le prend dans le bon sens, c'est-à-dire d'arriver à produire massivement de l'hydrogène en mettant le coût de l'hydrogène comme étant comme étant ce que l'on doit atteindre pour que l'hydrogène soit compétitif par rapport au reste. Donc, ça nécessite de fabriquer des très gros, enfin, d'avoir de l'eau. Donc, ça veut dire probablement aller le chercher dans la mer et par la désalinisation enlever l'oxygène et garder l'hydrogène. Et puis, aussi, on a besoin après d'électrolyseurs. Donc là, il faut arriver à fabriquer des électrolyseurs massifs. Et puis après, il y a toute une chaîne de l'hydrogène à créer.
Mais l'hydrogène a un gros avantage, c'est qu'il est stockable. Donc c'est un vecteur énergétique, c'est pas une énergie, mais il est stockable. Et ça, c'était le très bon côté des énergies fossiles, c'est que vous pouvez avoir un stock de pétrole devant chez vous, et c'est mieux qu'une énergie électrique qui est fluctuante, parce que les batteries électriques, c'est quelque chose qui est très polluant. Donc il faut regarder de près l'hydrogène, mais il y a 1 milliard de problèmes dans cette on va dire dans cette filière, mais cette filière pourrait être intéressante. La fusion nucléaire, on est encore sur des technologies, on va dire, enfin, non décentralisées, alors que l'avantage du solaire, c'est décentralisé. L'hydrogène, ça peut être assez décentralisé, parce qu'à partir du moment où vous avez du soleil et de l'eau de mer, bah, vous pouvez fabriquer de l'hydrogène en quantité massive. Donc, on va dire tous les pays qui sont entre les tropiques, voire un peu au-dessus, peuvent être des grands pays fabricants d'hydrogène, et ça peut aussi casser les logiques d'oligopole qu'on a aujourd'hui autour du pétrole. Donc c'est très intéressant. Mais il y a des tas d'autres choses qui ont encore besoin d'être imaginées. Sur la fusion, aujourd'hui, c'est très expérimental. Il y a des projets partout dans le monde, certains privés, certains publics, certains internationaux, hein, comme le projet ITER, qui est le plus gros projet scientifique du monde. Mais on parle de 2050, et 2050 pour faire des prototypes qui soient même pas encore quelque chose qui est lointain. Mais par exemple, les Chinois réfléchissent vraiment à cette question de la fusion. Ils ont mis énormément d'argent, et c'est une des raisons pour lesquelles ils veulent retourner sur la Lune. C'est un sujet que je développe dans mon roman Siècle bleu, qui est que sur la Lune, on a une substance qui s'appelle l'hélium-3, qui peut servir à faire certains types de centrales de fusion, et les Chinois ont envie d'aller chercher cette hélium-3 sur la Lune pour le ramener et potentiellement servir de fuel à leur centrale. Donc, il faut utiliser tout, mais là encore, à quoi on utilise notre énergie? Et si, en même temps qu'on va vers une transition vers des renouvelables, on fait une transition, on va dire, vers plus d'intériorité, de spiritualité, de douceur, de lien, bah là, en fait, l'humanité elle aura réussi sa transition. Je crois que pour moi, l'accélération, elle peut venir de 2 choses. Un, de groupes de gens qui expérimentent en fait, ce monde d'après. Donc ça peut être dans toute une série d'oasis, d'éco-villages, dans lesquels les gens, testent ça, mais ça peut être aussi en ville, en, changeant notre façon de s'alimenter, notre façon de se soigner, et en donnant envie aux autres. Par exemple, Jocelyn, tu parlais tout à l'heure de la question de est-ce qu'il faut être végétarien ou pas? C'est une question qui est très polarisante. Aujourd'hui, les gens qui sont véganes sont très, véhéments contre les autres, et c'est vrai, moi, le premier, la souffrance animale est quelque chose qui me fait, que je trouve très dur, mais de dire aux gens la seule solution c'est le zéro, avec ça vous braquez les gens. Et tous les gens qui ont été véganes, quelques années avant, ils ne l'étaient pas. Donc je pense qu'il faut être vraiment très inclusif, très tolérant, et plutôt inviter les gens à goûter à ce nouveau monde, plutôt que de dire ah ben t'en fais pas encore partie, c'est excluant. Et je crois que là on a quelque chose dans la transition écologique qui est notre état d'être, et d'arrêter de toujours pointer du doigt les gens qui sont moins écologiques que nous, parce on trouvera toujours quelqu'un qui est plus écologique que soi. Et ça c'est vraiment quelque chose. Je pense que le mouvement écologique, si il arrivait à être patient et inclusif pour amener les gens à goûter ça. Et par exemple, si vous êtes vegan, plutôt que de dire aux gens bah, arrêtez de manger de la viande, invitez-les à manger chez vous un excellent plat végétarien, et ils se diront mais c'est quand même super bon, donne-moi la recette. Et c'est comme ça que vous convertirez les gens. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai été converti. Et je crois à ça, c'est-à-dire donner aux gens on va dire l'ouverture, et ne pas créer des silos, parce que c'est ça qui va être la plus grande barrière. Donc le non-jugement, pour moi, ça peut être vraiment un facteur d'accélérateur, et de donner l'exemple, et d'incarner ces valeurs du monde d'après pour donner aux gens envie de faire ça. Et je crois qu'avec ça, on peut avoir une accélération qui est très forte.
Bah, dans ce souvenir du futur et ce souvenir de l'au-delà, avec Romuald, on a essayé d'ouvrir encore une fois l'intérêt des lecteurs à cette possibilité qu'on puisse être relié à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, que nous on appelle le soi, puisqu'on on s'appuie beaucoup sur la psychologie jungienne. Donc le soi, c'est la part divine en nous, on peut dire, c'est l'âme qui a intégré l'esprit, voilà, c'est l'atman de l'hindouisme. Donc c'est ça qu'on a essayé de faire, c'est que les gens comprennent que c'est probablement une réalité, c'est complètement rationnel d'envisager que ça soit une réalité, que nous ayons cette âme, si on veut l'appeler comme ça, ou ce soi, qui est un terme plus neutre, et puis qu'on puisse du coup jouer avec ça, intégrer ça. J'ai eu la chance récemment d'interviewer James Redfield avec Jean-Pierre, justement, auteur de La prophétie des Andes, qui a changé la vie de millions de gens avec son livre paru dans les années 90, qui partent sur la notion de synchronicité. Donc les signes et les synchronicités qu'on peut vivre dans sa vie, c'est un facteur accélérateur pour le coup, déclencheur aussi de nouvelles choses, d'une ouverture à l'invisible autour de nous et à cette possibilité qu'on puisse peut-être s'envoyer nous-mêmes des signes depuis le futur, effectivement, comme on le propose dans le livre, parce qu'il y a cette idée que finalement on serait sur une ligne de temps qui est déjà déployée, quoi, et que notre futur est déjà là, il existe déjà, peut-être sous forme de potentialité quantique, etc., sous forme d'information dans le vide quantique. Enfin, il y a plein de façons de le dire, mais ça reste des mots. En tout cas, si des phénomènes comme la voyance ou ne serait-ce qu'un rêve prémonitoire sont possibles, ça veut dire que le futur, effectivement, il est déjà là, en quelque sorte. Il existe sous une forme ou une autre qui, en tout cas, nous est accessible, quoi. Donc, et en l'occurrence, il y a plein d'expériences scientifiques qui prouvent, qui montrent, qui démontrent que la voyance est une réalité, au sens donc de précognition, prémonition, hein, plus que de voyance, qui est un terme un petit peu galvaudé. Donc oui, on essaye d'ouvrir les gens à cette possibilité-là, mais en restant rationnel, encore une fois, c'est-à-dire que c'est une hypothèse qui est complètement envisageable de manière sérieuse. C'est appuyé sur de la science. On parlait de physique quantique. Dans la physique quantique, il y a des expériences qui semblent montrer, en tout cas qui peuvent s'interpréter comme ça, que le futur exerce une influence sur le passé, que le résultat d'une expérience influe à rebours du temps sur les conditions de l'expérience, etc., sur la façon dont une particule se comporte. On a des observations comme ça aussi dans le monde de la biologie, avec des phénomènes quantiques dans la photosynthèse, dans l'orientation des animaux, des oiseaux migrateurs, etc. Donc c'est appuyé sur une science de plus en plus solide, et il faut que le monde scientifique s'ouvre aussi à ça, reconnaisse qu'il y a du rationnel dans ces réflexions-là, retrouve un petit peu aussi l'esprit pionnier justement des découvreurs de la physique quantique, pour qui c'était pas problématique d'envisager ces notions-là, et qu'on peut-être on pouvait aussi avoir des expériences de télépathie, on pouvait avoir des expériences comme ça, parce que la conscience finalement c'est ce qui crée notre réalité, comme je le disais, c'est ce qui est à la base de notre réalité. Donc voilà, toutes ces choses-là demandent une grande ouverture d'esprit, et la difficulté, c'est de ne pas perdre pied là-dedans, et de ne pas céder aussi à des sirènes un peu faciles du New Age, qui nous dit qu'il suffit de désirer quelque chose pour l'obtenir, ou des choses comme ça. Il faut rester... Moi, j'essaye de marier vraiment la science et la spiritualité. Je suis de formation scientifique, et je pense qu'il est très très important de garder cet esprit scientifique qui doit s'ouvrir justement à quelque chose de nouveau, de plus grand, mais de ne jamais perdre le lien avec la raison, avec la rationalité. On doit développer notre intuition, ouvrir la dimension du cœur, etc., mais qui doit être en équilibre avec la tête, avec la raison. Sinon on perd pied, effectivement, et là on fait rien de bien, quoi. Donc je pense qu'on doit, en tant qu'humanité, en tant qu'individu, on doit trouver cet équilibre-là. Et encore une fois, chez Jung, on trouve aussi des choses très inspirantes, et on doit se développer comme individu, mais au sens de ce qu'il appelait lui l'individuation, c'est-à-dire un individu qui est relié donc à quelque chose de plus grand que lui, qui est en lui, qui est le divin en lui, le sacré en lui, et qui est relié du coup à tout ce qui l'entoure, puisque tout émane de ce divin, de ce sacré. Alors que nous sommes dans des sociétés, notamment en Occident, où on nous pousse à l'individualisation, qui est le contraire de ça, c'est-à-dire qu'on doit être un individu compétitif dès l'école, on doit être
on doit être plus fort que les autres, on doit être un winner, etc. On doit être un leader. Et on voit bien que ça crée tout un tas de névroses et tout un tas de difficultés, et tout un tas de pathologies derrière. Hein. Donc, la difficulté, elle est là, à être effectivement un individu, mais un individu relié. Mais il est important qu'on soit quand même un individu, parce que c'est notamment quelque chose qu'on peut aussi critiquer dans les visions du monde, les organisations sociales des peuples racines, c'est que la notion d'individu, elle a quand même tendance à se dissoudre dans le collectif, quoi. L'individu n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est vraiment le groupe. Or, je pense que c'est important de concilier les deux, c'est-à-dire qu'un individu épanoui, eh bien, il profite au groupe, sa créativité profite au groupe, et le groupe a la responsabilité de justement permettre les conditions de l'épanouissement de l'individu. Et là, on a vraiment un cercle vertueux. On n'a pas besoin d'opposer les deux notions. Donc, un individu sain et épanoui profite au collectif, et un collectif fort et protecteur profite à l'individu. Voilà ce qu'il faut essayer de mettre en place, et arrêter de penser de manière binaire aussi, en opposant toujours les choses deux à deux. C'était aussi très important dans la pensée de Jung, d'arriver à penser cette façon de concilier les contraires. Oui. Donc moi, j'ai écrit un roman, Siècle bleu, hem, qui est une tentative d'expliquer comment tout ce que, l'on a autour de nous pourrait s'agencer de manière à faire accoucher, un monde d'après. C'est vraiment, l'objectif de ce roman que moi je m'étais fixé. Au-delà de ce roman, moi je crois au pouvoir des récits. C'est-à-dire que, un récit, c'est une manière de combiner des informations pour raconter une histoire. Donc vous pouvez raconter, l'histoire de quelqu'un qui devient président des États-Unis, mais vous pouvez raconter l'histoire de la transformation du monde. Et le fait, par le pouvoir de l'imagination, de combiner des éléments pour raconter des histoires crédibles qui vont entre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Et Siècle bleu est un thriller écologique. Donc le héros, il n'a pas fait accoucher le monde de demain sans heurts. Hein. Il y a des lignes de force très fortes qui sont dans le monde. Et je crois que le roman peut être utilisé comme un simulateur de réalité. Et Siècle bleu est un exemple d'histoire. Ça commence d'autres auteurs qui commencent à utiliser le roman pour déployer en fait des fictions réalistes. La science-fiction l'a fait énormément, mais pas forcément dans le temps d'aujourd'hui ou dans la planète sur laquelle on vit. Pour moi, c'était important de ne pas écrire de la science-fiction et de partir de ici et maintenant et de ce qui existe d'un point de vue technique et ce qu'est l'humain et ce qu'est l'organisation de la société humaine pour voir comment ça pourrait euh, permettre d'accoucher un autre monde. À l'Institut des futurs souhaitables, on travaille beaucoup sur cette question du récit et aussi sur la question des uchronies. Je vous conseille d'aller écouter la série de podcasts que Mathieu Baudin, qui est le directeur et le cofondateur de l'Institut des futurs souhaitables, a créé il y a quelques mois. Donc c'est une série de podcasts qui s'appelle Dites à l'avenir que nous arrivons, qui est tirée de son livre qui a le même titre, Dites à l'avenir que nous arrivons, qui est paru l'an dernier et qui donne, on va dire, la quintessence de la philosophie ou de l'esprit de l'Institut des futurs souhaitables. Et dans chacun de ses podcasts, il invite un porteur d'idées pour d'écrire cette idée, et ça peut être sur, on va dire, l'évolution du langage ou la façon dont les datas peuvent être utilisées par les journalistes. Moi, j'y suis allé aussi. Il y a eu un podcast aussi sur le biomimétisme. Enfin, toute une série de podcasts. Et à la fin de ce podcast, il a écrit avec une co-autrice des fictions qui racontent comment le monde serait en 2040 si cette idée se réalisait. Et vraiment, je vous encourage à écouter ces podcasts et notamment ces uchronies à la fin parce qu'on s'y croirait. Ils ont mis ça en musique, c'est fait avec Canal+, ce podcast, et une marque de Canal+, s'appelle Les Éclaireurs. Donc, c'est mis en musique et on se croit. Là, par exemple, ils ont fait un podcast où on se voyait vraiment dans un Paris qui aurait été régénéré, où le sauvage et le vivant auraient gagné la ville. Et d'arriver à
enrichir la réalité avec des récits où ça marche, et ben en fait, c'est une manière d'y croire, de développer les imaginaires et de créer des chemins entre ici et ce monde futur. Parce que la crise que l'on traverse aujourd'hui est aussi et surtout une crise d'imaginaire. On s'est mis à croire que c'était plus possible, qu'il n'y avait pas de solution possible. Donc, cette crise, évidemment, il ne s'agit pas de béatement se dire, bah, il y en a plein. Non, il faut se retrousser les manches, se creuser un peu les méninges et réfléchir à la situation actuelle. Et c'est pas simple, hein, la situation actuelle est absolument dramatique et très complexe. Donc, on a le simplisme, on n'a plus le temps pour ça, on n'a plus le temps pour les fausses bonnes idées. Mais il y a à toutes les époques, l'humanité a traversé des crises, et ben celle-là, c'est celle de notre siècle. Voilà, il va falloir se remuer les méninges pour utiliser tout le potentiel humain, tout le potentiel de la nature, pour arriver à vivre avec ses limites planétaires et à créer une humanité qui pourra vivre indéfiniment sur cette biosphère. Et le récit, par un bon travail de documentation et un bon travail de prospective et un bon travail sur l'imaginaire, peut redonner aux gens l'espoir que des mondes d'après souhaitables existent, et puis de s'inscrire là-dedans pour combler, construire les ponts dans la réalité que ces ponts avaient construits. Et moi, je suis intimement persuadé que la fiction, alors, s'inspire de la réalité, mais peut aussi inspirer la réalité. Par exemple, Siècle Bleu, dans Siècle Bleu, j'avais rêvé de ce qu'est le projet One Home aujourd'hui, et que un satellite soit envoyé en ce point de Lagrange-L1 à 1 500 000 km, puisqu'à l'époque, ce satellite avait été complètement, cette mission avait été annulée par les Républicains. Et ben en fait, il est parti après. Alors, il n'y a pas nécessairement de lien de cause à effet entre l'écriture de mon livre et ça, mais par contre, le fait d'avoir écrit le livre, j'avais tellement réfléchi à comment utiliser ces images-là pour pouvoir changer les esprits, que derrière, le plan de One Home était déjà écrit. Et ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui aurait pu créer One Home, mais là, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai fait. Et en tout cas, ça vous prépare à ça. Donc, je crois que les récits peuvent avoir un grand rôle, et les utopies concrètes, hein, j'insiste sur le mot concret parce qu'on n'a plus le temps pour des utopies qui, par exemple, se basent sur une version complètement imaginaire de ce qu'est l'humain. L'humain, il a du bon, il a du mauvais. Et si vous en faites une vision idéalisée, en fait, dans la réalité, ça ne se passera pas comme ça. Pareil, si vous faites une utopie qui simplifie on va dire le contexte économique ou géopolitique dans lequel nous sommes, et en fait, votre utopie, si vous la mettez dans la réalité, dès qu'elle va commencer à éclore, elle sera tuée. Donc, l'époque nous appelle à écrire des utopies concrètes, et Siècle Bleu était un exemple d'utopie concrète. Alors, mon utopie, à moi, c'est un monde uni dans la diversité. J'insiste beaucoup là-dessus parce que on a tendance justement dans les utopies de la science-fiction, qui sont trop souvent des dystopies, qui sont donc noirs, sombres, on a tendance à voir un monde uniformisé où tout le monde est habillé pareil. Il y a une classe, en tout cas, qui est habillée pareil, et puis les élites qui représentent une autre classe, et tout le monde est habillé pareil. Il y a cette notion d'uniformisation à laquelle, qui pour moi est vraiment effrayante, quoi. Ça me fait peur. Donc je voudrais voir un monde uni dans la diversité, avec le respect de tous les choix que font les personnes dès l'instant où elles respectent l'autre, où elles ne nuisent pas à l'autre, quoi. C'est la base de la liberté, hein. Donc oui, la liberté de vivre près de la nature, à la campagne, ou dans des grandes villes. Des grandes villes peut-être végétalisées, oui, effectivement, il faut rétablir des équilibres aussi dans les villes, c'est clair. Mais moi, j'apprécie de vivre des expériences dans des grandes mégapoles comme New York. Et puis, j'adore aussi être à la montagne ou au bord de l'océan, quoi. Je veux dire, donc tout ça, il faut que ce soit possible, que chacun puisse faire ses choix dans le respect des autres. Et je pense qu'il faut que la science et la technologie soient capables de rétablir la confiance qu'on doit avoir en elles,
que la technologie, que la science cesse d'être inféodée à la technologie, qui elle-même cesse d'être inféodée au monde économique et financier. C'est-à-dire que il y a il y a beaucoup d'espoir dans la technologie. On voit des choses merveilleuses en matière de télémédecine aujourd'hui. Il y a des prouesses vraiment médicales, des prouesses scientifiques qui sont réalisées. Beaucoup de gens ont peur de la science et ne voient que la face sombre de la technologie, mais la technologie, ce sont des outils, et les outils, ils sont ce qu'on en fait. C'est bien connu qu'en lui-même, un outil n'est ni moral ni immoral, il est amoral, et c'est vraiment ce qu'on en fait qui, lui, peut être immoral ou amoral. Donc la technologie comme l'intelligence artificielle, par exemple, qui fait peur à beaucoup de monde, parce qu'on imagine uniquement des technologies de surveillance, etc., et de puces ou ce genre de choses qu'on va forcément nous injecter dans le corps parce qu'il y a les nanotechnologies qui permettent de faire ça aujourd'hui. Ça peut aussi avoir des applications tout à fait utiles, et ça peut, par exemple, on peut imaginer des choses pas forcément implantables, mais les travaux que fait Musk, par exemple, avec Neuralink, c'est pas forcément tout à rejeter, parce que imaginons que demain on puisse vivre une expérience d'état modifié de conscience profonde, une expérience de sortie de corps, un rêve lucide, c'est déjà quasiment possible, ou une expérience de mort imminente, une expérience mystique, une expérience extrêmement profonde grâce à un de ces appareils-là, grâce à une de ces technologies-là. Ça peut être un facteur accélérateur, ça peut être quelque chose d'extrêmement disruptif. Donc moi, je suis pour effectivement que ces technologies-là se développent, soit qu'il y ait de la R&D qui se poursuive dans ce domaine-là, avec du contrôle, bien sûr, avec des instances de contrôle, parce que la technologie, et ça c'est Hannah Arendt aussi qui le disait, elle est dangereuse dans les mains d'un démiurge, dans les mains d'un gouvernement autoritaire. Donc attention, effectivement, à qui nous mettons au pouvoir, à qui nous nous choisissons comme leader, comme chef, parce que c'est entre les mains de gens comme ça que la technologie devient dangereuse. Et puis, je crois qu'il peut y avoir des facteurs complètement disruptifs qui changent complètement la face du monde. On peut imaginer, bien sûr, c'est facile, plein de catastrophes, et on voit déjà que c'est quasiment le cas, mais ça pourrait être bien pire. Hein. L'épidémie, ça pourrait être Ebola, ça serait une autre histoire. Hein. Mais quelque chose de très disruptif, ça serait par exemple le contact avec une intelligence extraterrestre, ce qui est complètement de l'ordre du possible aujourd'hui. Hein. On voit bien avec Avi Loeb, qui est un grand astrophysicien, qui défend toute cette théorie sur Oumuamua, là, sur une espèce d'objet, donc il a identifié lui comme un objet extraterrestre. Il y a des débats, etc. Mais on peut très bien imaginer que demain, on rentre en contact officiellement avec une intelligence extraterrestre, et que ça change la face du monde pour le meilleur, j'espère. Moi, j'aime bien les utopies, justement, positives, comme dans Premier Contact de Villeneuve, qui est pour moi un film vraiment fabuleux, fascinant. J'espère que ça pourrait résoudre, ça serait un facteur unificateur un facteur d'unification, d'union pour l'humanité, quoi. Ça serait quelque chose qui ferait apparaître la figure de l'alien comme étant l'altérité radicale, et puis nous, êtres humains, ça serait un facteur d'union. Donc c'est quelque chose que moi j'accepterais, enfin j'aimerais voir ça de mon vivant, par exemple, ouais, ça c'est sûr. J'ai plein d'idées d'utopie qui me viennent en tête, mais il y en a une pour réagir à celle de Jocelyn que moi j'ai en tête depuis longtemps. Tu parlais du contact extraterrestre, et effectivement, ça serait absolument extraordinaire d'arriver à ça. Et j'espère on le verra soit par une visite d'extraterrestres, soit par une découverte de la vie ailleurs. On a des instruments scientifiques extraordinaires qui partent là cette année, le James Webb Telescope. Il y a d'autres télescopes qui sont en train de partir, qui vont pouvoir vraiment scruter les exoplanètes de manière beaucoup plus fine, mais tout ça restera lointain. Donc, comme on n'a pas des technologies aujourd'hui pour aller aussi loin, ça serait mieux qu'on vienne nous visiter. Mais en rapport avec ça, moi, j'aurais une autre chose qui pourrait être complètement transformateur. Ça serait si on arrivait à établir une vraie communication interespèce avec des animaux. Imaginez que on arrive, par exemple, un gorille, à arriver à dialoguer avec lui, savoir ce qu'il pense. C'est-à-dire aujourd'hui, par des technologies de type Neuralink, mais d'autres, on arrive à lire un peu les pensées d'êtres humains. On devrait être capable, je pense, dans ce siècle ou même dans quelques années, d'arriver à lire les pensées d'un animal et de voir ce qu'il pense de nous. Et imaginez au journal de 20 heures un
un gorille avec tout ce qu'il a de merveilleux, de puissant, mais aussi de doux, de dire ce qu'il pense sur l'humanité, je pense qu'on a besoin de l'entendre d'un gorille, quoi. Et peut-être que ça, du jour au lendemain, on comprendrait que il y a d'autres êtres conscients. Alors, il y a toujours cette discussion entre sentient et conscient, mais les gorilles font partie des grands primates et les primates sont doués de conscience. C'est peut-être une conscience qui est moins évoluée que la nôtre, mais on n'en sait rien. Tu vois. Et si on arrivait à se brancher sur leur cerveau et à les écouter sur ce qu'ils pensent de nous, je crois que là, ça serait encore une blessure narcissique. Je crois que les blessures narcissiques connues, c'est celle de Galilée ou Copernic, celle de Freud et puis celle de Darwin. Mais là, de voir un autre habitant de la Terre qui nous dirait ce qu'il pense de nous et de la façon dont on les traite, je crois que ça serait vraiment, on vivrait quelque chose de supérieur à la comment elle s'appelle, la controverse de Valladolid, là où on, on s'interrogeait sur l'esclavage. Il faudrait peut-être qu'un animal nous parle pour que enfin on leur donne cette place sur la terre. Et moi, ça serait mon rêve, quoi, pour les prochaines années, quoi. Waouh, attends, 5 ou 10 mots. Attends, je vais juste dire à Jean-Pierre que ce qu'il vient de dire là, ça existe, hein, la communication animale. T'as plein de gens, moi je connais plein de gens qui font de la communication animale. Je peux te dire que c'est effectivement super émouvant. Par contre, c'est pas pris au sérieux, hein, c'est Ah non, considéré mais comme. moi j'en ai parlé dans mon nouveau bouquin là que je suis en train d'écrire. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a eu une conférence à Paris des intuiteurs animaliers là, de l'association TAC. C'était incroyable. Bah, on Bah, s'y est croisé, Jocelyn, tu vois. c'est Donc, là qu'on s'est vu, c'est là qu'on s'est vu. et c'était incroyable. Sauf que les gens vont dire, c'est pas réel. Cette femme Oui, qui parle avec des biches, cette femme qui parle avec les dauphins, cette femme qui parle avec les orques, c'était incroyable, mais ils vont dire, ça vient, c'est relayé par un humain, quoi. Et donc, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. si l'animal s'exprimait directement, là, je pense que ça serait vraiment un mind opener incroyable. Oui, oui, bien sûr, tu connais bien sûr la communication animale, parce qu'on s'était connus là-bas. Ouais. Maison de la radio. Je pense qu'il faut garder confiance dans l'avenir et que c'est justement le fait d'avoir confiance, d'être positif, qui construit, qui attire à nous un futur positif, un monde meilleur. Et accepter cette idée aussi qu'on n'a pas le contrôle, ça nous échappe, quoi, en quelque sorte, rassurez-vous, rien n'est sous contrôle. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui est aux manettes. Et donc, si on traverse des choses difficiles, c'est qu'on en a besoin. Confiance, amour, unité, diversité, et puis partage, solidarité, fraternité, c'est ça mes mots-clés. Alors, mes 5 mots, ça serait émerveillement, beauté, poésie, fraternité et interdépendance. Parce que autour de ces 5 mots, on peut bâtir un monde d'après. Si on est émerveillé, déjà, ça veut dire que vous levez le matin dans la joie d'être là, maintenant, vivant, de l'incroyable chance d'être sur cette planète, d'être l'héritier de toutes ces créatures qui nous ont précédés, de tous ces parents, grands-parents, aïeux qui se sont aimés pour arriver jusqu'à nous. Et rien que d'être là, c'est héroïque, quoi. Et on l'a oublié. Donc, de s'émerveiller et de regarder le monde avec des grands yeux, c'est génial. La beauté, parce que la beauté, elle est partout. Alors, elle a tendance à disparaître avec l'artificialisation, même s'il y a certaines créations humaines, évidemment, qui sont très belles. Hein. Tout ce qui est artificiel n'est pas forcément laid, mais il y a beaucoup de laideur dans ce monde. Et donc, poser notre regard sur la beauté et créer de la beauté, et encourager par la régénération la beauté à se créer, c'est quelque chose qui est aussi un moteur de transformation. La poésie, j'en ai parlé plus tôt, mais le regard poétique, c'est-à-dire de se coller à la pointe fine du réel et d'aller regarder cette poésie du monde, que ce soit un coucher de soleil, les feuilles d'un arbre, une fourmi, et de poser des mots ou de ressentir ce qu'il y a, ce regard poétique, c'est aussi un facteur de transformation. La fraternité, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais elle n'a jamais été vraiment faite. Aujourd'hui, on va dire, on est des humains, mais on n'a pas créé une humanité. Et un des grands enjeux aujourd'hui, c'est de créer cette humanité. Et l'humanité, ça se crée par des liens. De la même manière que la biosphère n'est pas une somme d'êtres vivants, c'est des sommes d'êtres vivants en interaction et qui créent
un tout qui est beaucoup plus complexe que la somme de ses parties. Et l'humanité, je suis complètement d'accord avec Jocelyn, créer une humanité qui soit unie mais diversifiée. Et être relié, ça ne veut pas dire être les mêmes. Au contraire, dans la nature, on a besoin de ressemblance et on a besoin de différence parce que c'est ça qui crée la dynamique et qui crée la richesse. Donc cette fraternité dans la diversité est quelque chose de très important. Et l'interdépendance, je crois que c'est vraiment la notion la plus clé. C'est une notion que les astronautes ont bien comprise depuis l'espace. C'est-à-dire qu'en voyant la Terre de l'extérieur, en s'en extrayant, on voit bien que tout est interdépendant, alors que quand on est dans notre appartement ou en train de marcher dans la rue, on ne se rend pas compte que toutes les choses sont interdépendantes. Il faut voir les choses en petit pour se dire que ce qui est immense nous relie. Mais l'air qu'on respire, l'eau que l'on boit, les sols qui nous abritent, tout ça sont le fruit de relations interdépendantes avec le reste du vivant. Et à chaque inspiration que vous faites, c'est le travail de millions et de milliards et de centaines de milliards ou de milliers de milliards de bactéries dans le monde qui fabriquent par de la photosynthèse cet oxygène. Et on est tous reliés, quoi. Et l'interdépendance, c'est vraiment, pour moi, le stade vers lequel l'humanité doit basculer. Et arrêter de se sentir différent du monde, mais de se sentir inclus dans un maillage. On est co-responsable de tous ces liens, on est dans une grande toile du vivant, et l'interdépendance, c'est vraiment, pour moi, le nouveau récit. On était dans le récit de la séparation, on doit passer dans ce récit de l'interdépendance, et si on est conscient et émerveillé et interdépendant, ben là, je crois qu'on peut fabriquer un beau monde d'après. Ma citation fétiche, ça vient des dialogues avec l'ange, c'est la lumière ne naît pas des ténèbres, mais les ténèbres meurent de la lumière. Moi, je vais vous sortir une citation qui m'a. Donc, c'est par Bill McDonough, qui est l'inventeur de la théorie Cradle to Cradle. Et vous connaissez cette citation qui dit think globally, act locally. Lui, il est allé plus loin, il disait think galactically and act molecularly.